En 1884, il y a eu une grande conspiration contre l'Afrique. Les Européens, c'est-à-dire les Occidentaux, se sont mis à table pour diviser l'Afrique, démembrer l'Afrique en fonction de leurs différents intérêts. Et cette décomposition de l'Afrique n'a même pas tenu compte de l'avis des Africains, parce que les Africains n'ont pas été invités à cette conférence de Berlin. Mais attendez, ce qui est en train de se passer en Afrique, on le voit un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie et même en Amérique. Salut, moi je suis Amadou Bertin, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoire globale du monde. Je pense qu'en comprenant et en maîtrisant l'histoire globale du monde, cela permettra à la communauté africaine, à ma communauté, de savoir exactement ce qu'elle doit faire et de comprendre enfin, pour une bonne fois, quelles ont été les stratégies et les méthodes utilisées par les différents pays, les Occidentaux et les Européens, pour gouverner et contrôler totalement l'Afrique. Donc, en 1884 jusqu'en 1885, l'Afrique a été divisée. On n'a pas tenu compte de l'avis des Africains lors de cette division. Mais ce qui est en train de se passer en Afrique, cette grande division en Afrique, parce que j'avais déjà fait une vidéo précédente sur la conférence de Berlin. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite tout simplement à aller la voir. Donc, en 1985, à Berlin, ce qui est en train de se passer n'est pas du tout nouveau, parce que nous aurons exactement la même chose dans les Amériques et même en Asie. En Amérique, les États-Unis, qui étaient une ex-colonie, qui se sont affranchis de la tutelle des Anglais, les États-Unis vont partir à la conquête de l'Amérique. Et cela sera, ils vont utiliser une stratégie pour le départ plus soft. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur la création de compagnies. Une grande compagnie de fruits sera créée et installée, basée au Porto Rico. Cette compagnie de fruits, c'est une compagnie qui produisait de la banane. Et cette banane devait être dispatchée, produite et dispatchée un peu partout en Amérique. Donc on va voir que cette compagnie de bananes, les Espagnols l'appellent El Pulpo. Cette compagnie de bananes, au départ, son nom c'était Chiquita, ce qui est un nom espagnol. Mais les Espagnols eux-mêmes, ils l'appellent El Pulpo. Ça veut dire tout simplement la pulpe, pour donner une représentation, une image de la pulpe avec ses différentes tentacules en train de joindre les différentes parties de l'Amérique. Donc, c'était une compagnie qui a été utilisée pour asseoir d'une certaine manière la puissance américaine en Amérique. Et également, en Amérique, il y avait quelques tensions qui étaient entre les anciennes colonies espagnoles et les Espagnols. Parce que si on prend des colonies comme Cuba, les Philippines et même le Porto Rico, les habitants commencent à se rebeller. Et les Américains, les États-Unis vont venir en tant que sauveurs dans ces différentes colonies. Ils vont se présenter. Ils viennent avec l'image, avec le manteau de sauveur qui doit en fait se débarrasser de ce qu'on va appeler un peu ce dictateur, celui-là qui empêche ces différentes colonies d'avoir leur indépendance et d'avoir leur autonomie. Il y a des représentations où on montre Cuba comme un petit enfant et un vieux crocodile qui est représenté par l'Espagne. Et ce sont les Américains, les États-Unis qui doivent en fait délivrer, sauver ce pays de la mainmise des Espagnols. Donc, il y aura cette guerre en 1898. Les Espagnols vont tout simplement perdre la guerre et il va s'en suivre un traité qu'ils vont signer à Paris, le traité de Paris. Et le traité de Paris, c'est-à-dire que l'Espagne reconnaît tout simplement et abandonne toutes ses colonies pour les États-Unis. C'est-à-dire le Porto Rico, et les Philippines, le Cuba, tout ça devient pour les États-Unis. Donc, également à ce traité, les portoricains n'ont pas été invités, les Cubains n'ont pas du tout été invités. C'est-à-dire qu'ils ont discuté entre eux de céder ces différentes colonies. Donc les nouveaux sauveurs qui sont en place dans ces différentes colonies auront également des difficultés. Parce que les Cubains qui veulent sortir totalement de la tutelle des Espagnols en pensant que les Américains allaient les sauver, se rendent compte que les Américains n'ont pas l'intention de partir. Donc la difficulté qui va se poser ici, c'est que les sauveurs qui étaient venus, par exemple à Cuba, ont du mal à repartir. Ces sauveurs ne veulent plus partir, ils veulent rester. Et les Cubains ne sont pas d'accord avec cette nouvelle donne. Les Cubains vont se rebeller, ils vont créer même des guérillas, des problèmes au
États-Unis, aux Américains. Donc, ce sont des anciennes colonies qui veulent de leur indépendance, qui veulent être libres pour enfin s'affranchir et être des pays indépendants. La stratégie après 1914 utilisée par les États-Unis, c'était de déverser une quantité massive d'argent sous forme de crédit à l'investissement, surtout en Amérique, excusez-moi, surtout au Canada et dans les pays américains. Ça veut dire qu'ils utilisent également le crédit comme un moyen de contrôle. Donc nous voyons là que les États-Unis ont plusieurs choses qu'ils ont dans la main pour asseoir leur prédominance, pour asseoir leur influence totalement sur le monde. C'est ce qui se passe dans les Amériques. En Asie, c'est exactement la même chose. Hein. On n'est pas très loin de là. Les Japonais sont une nouvelle puissance qui est en train de naître. Les Japonais veulent compétir avec les grands, comme on peut dire, les grands du monde. Et sous le conseil des spécialistes de l'armée prussienne, parce que c'est l'armée prussienne en réalité qui entraîne les Japonais. Et les Japonais ont renouvelé leur flotte en payant 12 navires. Ce sont des navires de guerre. Hein. Donc les Japonais sont conseillés par les Prussiens, les spécialistes de l'armée prussienne, qui disent tout simplement que la Corée que vous voyez là, la Corée est pointée tout droit sur le Japon. Donc c'est une menace perpétuelle. Les Japonais vont annexer les Coréens, ils vont aller même contre les Chinois. L'île de Formose sera totalement prise et sur cette île, les Japonais imaginent en fait cette île comme le grenier du Japon. C'est là que toute la nourriture japonaise doit être produite et expédiée directement au Japon. Donc les Chinois, c'est vrai que les Chinois et le rapport de force est différent par rapport aux Africains et même les autres parties du monde. Mais les Chinois sont très affaiblis. Leur armée, le moral est bas. Et le matériel militaire n'est pas celui qui est au top. C'est-à-dire que l'Empire Qing en Chine vient de traverser plusieurs épreuves, de telle sorte que ça a été un peu très facile pour les Japonais de venir à bout des Chinois. Et les Japonais même vont s'en prendre aux Russes, parce que les Russes également ont leur présence dans l'Asie. Les Russes avancent, ils ont des visées sur le Pacifique, l'océan Pacifique. Les Russes avancent à un niveau qui vont arriver même en Afghanistan. Donc, un truc, les Perses, par exemple, c'est l'Iran actuel, hein? La Perse, c'est l'Iran actuel. Donc, les Perses, par exemple, vont se retrouver un peu comme comprimés entre la puissance russe et la puissance anglaise. Ces deux puissances vont comprimer et les Perses. Mais les Japonais qui vont en compétition contre les Russes, parce que eux tous, ils sont en train de viser un port. Et c'est un port qui est stratégique. C'est un port qui donne l'accès à l'océan Pacifique. Et c'est le port d'Arthur. Et là, entre les Japonais et les Russes, il y aura ce grand conflit. Et en un jour, les Japonais vont défaire totalement la flotte navale russe. Parce qu'en un jour, ils ont fait ce qu'on appelle une guerre éclair, où ils ont bombardé totalement la flotte russe avant que le renfort ne puisse arriver. Ça, c'était une stratégie, une nouvelle stratégie militaire qui a été appliquée ici. Donc, dans une configuration générale, dans une configuration globale du monde, pendant le nouvel impérialisme, le monde est pris par certains pays. Il y a de grands pays qui prennent le monde en main et qui sont en train de gérer le monde en main. Les Européens prennent totalement l'Afrique en main. En Amérique, ce sont les États-Unis. En Asie, nous avons la compétition entre les Japonais et les Russes. Donc, plusieurs personnes, et moi-même, je me suis toujours posé la question, pourquoi les Russes n'ont pas participé à l'expédition de colonisation de l'Afrique? Et c'est là que j'ai ma réponse. Les Russes, en réalité, leur territoire est déjà très vaste et ils avaient plein de choses en main. Ils étaient beaucoup plus préoccupés par des pays comme l'Afghanistan que de s'intéresser à l'Afrique. L'Afrique qui se retrouve être un peu au bout du monde nord pour eux. Parce que les Russes, en essayant de mettre en place leur puissance, de mettre en place leur manière de dominer, ils ne veulent pas s'étendre pour arriver dans des zones où c'est très difficile, de les ravitailler. Donc c'est pour cette raison que les Russes, par exemple, ne prennent pas part à l'expédition africaine. Mais cela ne veut pas dire qu'ils aimaient bien les Africains ou quelque chose, non.
Ce n'est pas une histoire d'amour. Parce que si c'était une histoire d'amour, il n'allait pas s'intéresser à des colonies comme l'Afghanistan. Donc globalement, voilà ce que nous devons comprendre dans l'histoire globale du monde pendant cette période. Et c'est une période qui a été vraiment